la conférence européenne des syndicats, il y a un an, a décidé qu'il y avait un problème de salaire en Europe, au-delà des discussions sur l'austérité en Europe, etc., et qu'il fallait lancer une campagne de hausse des salaires en Europe pour différentes raisons, étant donné les différentes situations économiques des États membres. Je vais juste vous parler comme ça. Moi, je vais faire ma présentation plutôt sur la situation en Europe globalement, avec la situation des pays. Mais voilà, donc on a commencé en juin et la campagne s'est lancée au mois de février. Donc, je vais tout de suite commencer. Le plan que je vous propose, c'est d'abord de revenir sur... Pardon, les slides sont faites en anglais, mais surtout n'hésitez pas, arrêtez-moi pendant ma présentation s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. J'ai essayé de faire au maximum... en mettant le moins possible d'économies ou de choses un peu, je dirais pas difficiles, mais bâtardes à comprendre. Mais si vous avez le moindre souci, vous levez la main, comme ça on en discute, on s'arrête, et la présentation est claire pour vous. Déjà ? Non. Donc on va commencer par une petite remise au goût du jour de la théorie qui nous a menés dans une telle impasse, parce que soyons francs, la crise, elle s'est déclenchée en 2008, mais on n'est toujours pas revenu à une situation qu'on pourrait qualifier de satisfaisante. Autant au point de vue économique qu'au point de vue social, ce n'est pas satisfaisant. Donc ça, ce sera une petite remise au goût du jour des quelques petites choses qui se sont passées. Précédemment, votre collègue a parlé de l'évolution des salaires et de la productivité. Donc on va essayer de montrer, j'ai fait aussi toutes les courbes pour tous les États membres, hein, donc je vous donnerai, vous aurez aussi des matériaux à la fin pour vous amuser un petit peu. Mais donc on va voir un petit peu comment ont évolué la productivité et les salaires. Et puis on va voir que c'est assez quand même difficile de voir si oui ou non les salaires auraient dû augmenter plus, moins, en regardant juste l'évolution des salaires et de la productivité. En revanche, on a un autre concept qui nous permet comment vous dire, de fusionner la productivité et les salaires, ce qui est la part des salaires dans la valeur ajoutée. Grosso modo, hein, c'est juste savoir la totalité des salaires, combien ça représente dans le PIB. On en discutera après. On verra aussi que ce développement idéologique qui s'est fait, eh bien, il n'est pas tout seul. La baisse des salaires, vos salaires que vous ne touchez pas, si les profits augmentent, ça va dans la poche de quelqu'un. Est-ce que c'est investi? Est-ce que c'est pas investi? Est-ce que baisser les salaires, ça vous fait augmenter les exports? Ou est-ce que ça diminue la demande interne en Europe plus fortement? Il faudra analyser ça. Et puis on verra que finalement, globalement, autant avec les mesures d'austérité qu'avec les mesures d'ajustement de politique structurelle, qu'on pourrait appeler ajustement structurel, en Amérique latine on a fait les mêmes choses, et bien tout cela a mené à un manque de demande agrégée interne, c'est-à-dire la consommation, l'investissement public et l'investissement privé. Donc je ne parle pas des exports, je parle justement des moteurs de la croissance en Europe, puisque je pars de la perspective que les politiques mises en place depuis 2008 sont des politiques qui ont, comment utiliser un mot, qui ont détruit les sources de croissance interne en Europe. Donc ni consommation, ni investissement. Et que ça, c'est donc ça qu'il faut relancer en Europe. La consommation, c'est les salaires, l'investissement, c'est l'investissement public, c'est l'investissement privé. On verra aussi pourquoi l'investissement privé, il ne décolle pas. Hein. Donc on essaiera de parler des salaires, de l'évolution des salaires, mais un peu plus globalement aussi de quel est l'impact de cette évolution des salaires sur l'économie dans son ensemble. Et puis, du coup, après, à la fin, on proposera quelques petites solutions, dont la hausse des salaires, forcément, c'est pas une surprise. Donc, un petit rappel historique. On va nous parler de la crise de 2008 comme si elle arrivait de nulle part. Non, la crise de 2008, elle n'arrive pas de nulle part. La crise de 2008, c'est 30 ans de néolibéralisme. C'est 30 ans de dérégulation de toute l'économie. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les années 70-80, et Margaret Thatcher, elle arrive à la Chambre des Lords, House of Lords, et puis elle leur dit « il faut lire Hayek hein ». Alors on entend tout le temps parler de Milton Friedman. Mais il est mauvais, Milton Friedman. C'est Hayek le vrai. Le bel ennemi, c'est Hayek. L'intelligent, c'est Hayek. Et ça, les libéraux, ils l'ont bien compris. Peu, d'ailleurs, se revendiquent de Milton Friedman. Hayek, c'est un vrai intellectuel, politique, sociologue, économiste, philosophe, la totale. Le gars, il a labouré tous les espaces de la science sociale pour arriver à montrer ce qu'il voulait montrer.
C'est-à-dire, c'est pas un libertarien, hein, il veut quand même des impôts, il veut une police, etc. Mais enfin, il veut le moins d'État possible, et n'importe quelle intervention politique dans l'économie biaise le cours normal du développement économique, et dans ses propres mots, un jour ou l'autre, on le paiera. Donc vraiment, c'est idéologiquement, c'est-à-dire vous intervenez, c'est le début de la dictature, et en plus, vous vous taperez une crise plus tard. D'accord ? Donc, Margaret Thatcher, elle dit à la Chambre des Lords, lisez Droit, législation et liberté de Frédéric van Hayek. C'est 3 tomes. Après, Frédéric van Hayek, il a eu il est mort d'ailleurs à la fin de sa vie. Il a écrit un bouquin qui s'appelait La route de la servitude, parce qu'il comptait organiser un grand colloque en invitant les marxistes. Parce que par contre, il voulait discuter. Hein. Frédéric van Hayek, c'était quelqu'un qui voulait discuter. Bon, il n'a pas pu l'organiser, il est mort auparavant. Et donc, à l'université, on appelle cette période aussi la revanche de Hayek sur Keynes. Parce que l'après-guerre, c'est une période de décollage économique et c'est une période où vous verrez hein, la part des salaires dans le PIB, etc., était plus importante qu'elle ne l'était auparavant. Que nous dit Hayek, Hayek et Thatcher, ils nous disent, s'il vous plaît, baissez les salaires, enlevez toutes les normes sociales, enlevez les SMIC, enlevez tout ce qui peut être des planchers à la baisse des salaires, puisque de toutes les manières, quand vous faites ça, eh bien, vous empêchez l'augmentation des profits, vous empêchez l'investissement, vous empêchez l'emploi, et donc, ce n'est pas le cours régulier de l'économie. Laissez le marché décider du niveau du salaire. C'est une grande révolution, hein, parce que Hayek considérait qu'il n'y avait pas de marché du travail. Keynes considérait qu'il n'y avait pas de marché du travail. Hayek nous dit laissez faire la loi de l'offre et la demande. Moi, personnellement, j'ai tendance à aller plutôt du côté de Keynes. J'ai pas encore vu, je peux voir le marché de la patate. Hein. Je vais à Rungis, je vois le marché de la tomate, je vois le marché de la patate, du chou, du poisson, etc. Le marché du travail, je ne l'ai pas croisé encore. Hein, moi, je connais une demande d'emploi de la part des entreprises, l'offre d'emploi. J'ai jamais vu un salarié qui allait discuter son salaire ou marchander son salaire pour dire oh bah non, moi finalement, je préférais. Non, c'est pas comme ça. Il y a une relation d'asymétrie sur le marché du travail, et cette relation d'asymétrie, elle a été tout à fait comprise dès le début aussi par Smith. Hein, Smith nous dit pas de marché du travail non plus. Donc Keynes, donc Hayek, c'est le retour vraiment de l'orthodoxie, si je puis dire, mais de l'orthodoxie intelligente. Et puis, dans les années 70, 80, etc., on a aussi cette fameuse phrase de Schmitt, hein, que je vous ai déjà présentée un tout petit peu auparavant, que les profits d'aujourd'hui font les investissements de demain et les emplois d'après-demain. 30 ans, qu'est-ce qu'on a vu en 30 ans avec la baisse des salaires, la hausse des profits? On verra que finalement, l'investissement n'a pas augmenté comme on le souhaitait. On a vu l'apparition du chômage de masse, on a vu l'apparition de grandes inégalités, etc. Donc, le théorème de Schmitt, excusez-moi, pas vraiment. D'accord ? Et on verra. Donc, comment ça s'est traduit tout ça dans les années 70-80 ? Eh bien, allez demander à nos collègues syndicalistes en Angleterre, ils ont pris cher. Hein. Il y a même des syndicats qui ont été interdits. On a fait de la modération salariale, puisqu'on a dit il faut serrer la ceinture aujourd'hui et vous verrez, demain ça ira beaucoup mieux. Avant, on s'est serré la ceinture, j'ai pas l'impression que ça aille beaucoup, beaucoup mieux. On a dérégulé les marchés des capitaux et les marchés du travail, entre guillemets marché du travail, puisque vous avez bien compris que j'y croyais pas vraiment, et on verra qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe chez les propriétaires de capitaux et les profits créés, où vont-ils ? Ils vont sur les marchés financiers. Hein. On parlera de ça un petit peu après, juste pour vous donner une idée. Société Générale, le département de banque d'investissement de la Société Générale en 2007, il faisait 57% de retour sur equity. Donc, il a un taux de profit de 57%. Quoi. On travaille tous dans des boîtes, enfin moi je travaille pour la CES, mais pour ceux qui sont employés dans des boîtes, 57% de taux de profit, vous ne le voyez pas. Hein. Donc, il va falloir trouver une solution, parce que si je suis un investisseur et qu'on me dit « Méo, vous investissez à 3% dans une boîte normale, vous investissez à 57% sur les marchés financiers, franchement, il faudrait un peu être bête pour ne pas le faire. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions. Pour éviter que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi ? On a vu le chômage de masse. Et je voudrais juste aussi vous signaler que récemment, la Banque Centrale Européenne a fait des études un petit peu plus approfondies sur ce qui se passait sur le marché du travail, sur les marchés du travail en Europe. Et puis finalement, elle a trouvé qu'il y avait un taux de chômage de 18%. D'accord ? Donc, on n'est pas au 9%. Parce qu'entre tous les temps partiels subis, entre tout ce genre de choses, tout ce qui n'est pas
un emploi à plein temps désiré, eh bien, elle l'a calculé et on arrive à 18% de tous les salariés européens qui n'ont pas un travail qui les satisfait. Les inégalités ont augmenté, ce n'est pas une grande nouvelle, sauf que nous, on considère, et vous le verrez puisque c'est ma présentation, que c'est une cause fondamentale de la crise, avec la dérégulation financière, mais que l'OCDE, le FMI, etc., ils viennent juste de s'en rendre compte. Hein. Grosso modo, ils s'en rendent compte depuis 2012. Mais eux, ils vous parlent des inégalités comme les conséquences de l'austérité. Moi, je vous parle des inégalités comme la cause de la crise. Et donc l'austérité comme la continuation d'une logique libérale mise en place depuis 30 ans. Et puis, du coup, politiquement, hein, et plus globalement, eh bien, plus d'intervention dans la sphère économique. Hein, plus de salaire minimum, enfin ça c'est le rêve, hein, c'est le rêve des libéraux. Ce serait plus de salaire minimum, plus de sécu, payez-vous votre sécu, etc. D'accord? Donc ça, c'est le monde dans lequel on est depuis 30 ans. Ouais. Alors, l'évolution des salaires et de la productivité. Donc là, vous avez l'évolution de la productivité et des salaires pour l'Union européenne avec une base 100 en 96. Qu'est-ce que ça veut dire, une base 100? Ça veut dire qu'on met tout le monde, disons, à 100 l'année 96. Et après, comme ça, on peut comparer comment ça a évolué. Donc là, vous voyez qu'avec la base 100 en 96, eh bien, la productivité a davantage augmenté que les salaires. D'accord? Alors, si le salaire augmente avec la productivité, eh bien, la part des salaires dans la valeur créée totale, elle est constante. D'accord? C'est là le petit truc un petit peu économique. Donc, si vous avez des soucis, vous me dites. Si les salaires augmentent plus vite que la productivité, alors la part qui revient aux salariés dans la richesse totale créée augmente. Si les salaires augmentent moins vite que la productivité, alors la part des salaires dans la richesse créée diminue. OK? Pourquoi je vous dis ça? Parce que, regardez le cas de la Roumanie. C'est un peu difficile. Quand j'ai une base 100 en 95, je me dis, ah tiens, en 2015, j'ai des salaires qui sont plus élevés. Vous voyez, j'ai la courbe bleue qui est au-dessus. Mais c'est parce qu'on a une base 100 en 95. Vous voyez que c'est un peu différent quand je mets la base 100 en 2001. Donc c'est un peu difficile d'estimer l'évolution de la part des salaires dans le PIB juste en regardant la productivité ou les salaires. Donc il faut le voir dans est-ce que les salaires ont suivi la productivité dans la valeur totale créée dans le PIB. Donc là, on arrive à la phase suivante et vous voyez que la Roumanie, pour les chiffres qu'on a, bon, eh bien, il y a une chute, ça augmente et hop, ça continue à se casser la gueule. D'accord? Mais c'est beaucoup, hein. C'est parce que, imaginez-vous, mais après on va revoir ça, imaginez-vous, et ça c'est la courbe de droite, donc là j'ai mis tous les pays, vous en faites pas, je peux l'avoir en plus propre, même vous pouvez l'avoir en plus propre, c'est parce que, après quand je sélectionne les pays, on me dit oui mais tu comprends, mon pays il n'y est pas, mon pays il n'y est pas, mon pays il n'y est pas, bah là il y a tout comme ça, personne ne peut m'embêter, hein, et puis après on peut les ressortir si vous souhaitez. Bon mais globalement quand même, vous voyez que ça diminue, hein, et ça diminue de un truc comme une dizaine de points de pourcentage, c'est énorme. C'est énorme. Le PIB de la zone euro ou de l'Europe, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est des milliards de milliards. Donc quand vous perdez un point de PIB qui est transféré du salaire au capital, c'est des transferts énormes. Et ça, tous les ans. Tous les ans, regardez, là, imaginons qu'on perde un point de PIB tous les ans dans la part des salaires, c'est des sommes énormes qui sont transférées du salaire au profit. OK? Donc vous voyez que là, quand on regarde juste les courbes salaire-productivité, c'est un peu difficile à voir, mais je les ai pour tous les pays, donc je les ai aussi pour le Luxembourg, et c'est pris sur Ameco, etc. Enfin bref, je ne les ai pas fait j'ai pas inventé les chiffres. Donc, c'est plus intéressant de travailler sur la part des salaires, okay, puisque ça nous permet de voir l'évolution de la part des salaires en intégrant la productivité dans le PIB. OK ? Et puis là, quand je regarde ce qui se passe au niveau européen, eh ben, je regarde qu'effectivement, depuis les années 80, ça chute. Et ça chute énormément. Ça chute de 10 points. Alors, et on se rend compte que sur 28 États membres, il y en a 26 qui ont la part des salaires dans le PIB qui diminue ces 30 dernières années. OK ? Alors, il y en a 2 qui ne le sont pas. C'est les pays un petit peu plus éduqués, c'est-à-dire le vôtre et la Suède. Donc, mais sinon, tous les autres diminuent. D'accord? Donc là, c'est un peu difficile, c'est pour ça que je vous ai fait les trends.
D'accord? Mais alors, vous avez la Suède et le Luxembourg qui augmentent un petit peu, mais enfin, qui sont quand même pas à des niveaux exceptionnels. Je veux dire, on pourrait très bien imaginer, voilà, on n'a pas l'Angleterre. Mais l'Angleterre, on est à des niveaux de 80% de part salariale dans les années 70-80. Et ça descend à 60%, ce qui est la part du Luxembourg. Donc là, on regarde l'évolution. Mais après, on pourra discuter des niveaux, hein, des niveaux relatifs. Et si je veux être un peu provocateur, ça, ce n'est rien d'autre que le taux d'exploitation marxiste. D'accord? C'est, en termes gentils, l'exploitation de la classe ouvrière par les capitalistes. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ce qui est au-dessus, hein, pour aller à 100, eh ben, ce qui est au-dessus, eh bien, ça revient aux capitalistes. Donc plus votre courbe elle est basse, plus ça, le reste va au profit et ça va aux capitalistes. OK? C'était juste pour vous faire rigoler, pour vous dire bah, Marx n'est pas tout à fait mort et la pensée marxiste, elle n'est pas complètement décalée. Bon, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le très court terme et dans le très long terme. Mais alors là, j'ai pas, dans le très long terme. Alors là, j'ai repris un petit peu quelques courbes pour vous donner des idées. On a un problème avec l'introduction. Ouais. Il faudrait que tu ralentisses un peu. Pas de problème. Désolé, je parle vite. Bon, on perd 10 points de PIB dans la part qui est allouée au salaire dans la richesse. Ça, c'est assez simple. Et ce qui n'est pas salaire et profit. OK? Donc, ça diminue. Ça diminue. Pour l'instant, j'en étais là. Voilà. Donc, vous avez à droite un certain nombre de courbes. Alors, il n'y a pas tous les pays européens. Ce n'est pas moi qui ai fait ces courbes-là. Ça, je crois que c'est le BIT. Et ça, c'est le court terme. Parce que vous voyez, alors effectivement, on voit que la productivité a plus augmenté que le salaire dans presque tous les pays qui sont présentés. Mais enfin, on a toujours la même difficulté d'avoir ce problème de base 100 à une certaine année. Mais on a aussi le très court terme. Alors, vous voyez quand même que la Commission européenne et les États membres, ils se rendent compte quand même qu'il commence à y avoir un problème, qu'on a mis toutes nos billes dans l'export ces 10 dernières années et qu'on a tué la demande interne et les sources de croissance interne. Donc même la Commission, maintenant, est en train de demander d'augmenter les salaires. D'accord? Donc, on s'est rendu compte quand même qu'on y était allé un peu trop fort. Quand même. Enfin, pas moi personnellement. Hein. Mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient demandé des choses un peu trop fortes. Donc, l'année dernière, en 2017, eh bien, vous pouvez voir sur le graphique de gauche que les salaires ont augmenté davantage que la productivité. Enfin, il y a aussi d'autres choses à prendre en considération. Ce n'est pas que les salaires ont augmenté davantage que la productivité, c'est aussi que la productivité a peu augmenté. Pourquoi la productivité a peu augmenté? Parce que les efforts d'investissement et d'innovation ces 10 dernières années n'ont pas été faits. Et parce que aussi, la baisse de la demande vous fait baisser. Hein, quand vous diminuez le salaire, automatiquement, vous diminuez la productivité parce que vous avez moins de ventes et du coup, automatiquement, vous diminuez la productivité. Voilà. Dans le plus long terme, quand même, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'idéologie. Finalement, on s'en fiche de ce qui se passe ces 2 dernières années. Pas on s'en fiche, hein, c'est notre vie quand même. Mais c'est idéologiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma austéritaire? Est-ce qu'on est toujours dans ce schéma où on demande aux salariés de se serrer la ceinture pour avoir une meilleure situation demain? Est-ce que c'est toujours comme ça? On va voir. Alors, il y a quand même quelque chose de... Je vous dis, les gens commencent à se réveiller, et même le FMI, qui, dans son dernier Economic Outlook du mois d'avril, fait tout un chapitre sur la baisse de la part salariale dans la valeur ajoutée. On n'est pas d'accord sur l'explication. Pour eux, l'explication, c'est les changements technologiques. Pour nous, l'explication, c'est plus comment on appelle ça, la mondialisation et la perte du pouvoir syndical. D'accord? Mais enfin, c'est énorme tout de même. Rendez-vous compte, en 36 ans, eh bien, au Portugal, moins 17%. OK? Les salariés, en proportion de la richesse produite, ont reçu moins 17%. Je veux dire, donc, même si, donc finalement, leur salaire augmente, hein, mais il n'augmente pas aussi vite que la productivité, et du coup, la part salariale diminue. Et là, donc, j'ai pris, il n'y a que certains pays, parce que nous n'avons pas les statistiques pour tous les pays dans la base de données européenne. Donc j'ai pris ceux qui remontaient le plus loin. Enfin, voilà. Le FMI eh bien, trouve les mêmes résultats que nous.
enfin trouve, non, fait les mêmes graphes que nous, plus exactement, c'est pas franchement des trouvailles. Et puis il y a autre chose quand même, que même le FMI maintenant est en train de se rendre compte que compresser les salaires, c'est pas très bon pour les inégalités, puisque il y a plus d'employés qu'il n'y a de capitalistes, et que du coup les profits sont dans les mains de quelques-uns, et la globalité des salaires diminue, mais ce qui a été récupéré en profit nouvellement créé du fait de la baisse des salaires, eh bien ceux-là, ils sont dans les mains d'une très petite portion de la population, qui sont les 1% américains, etc. Donc là, ce truc-là, c'est un nuage de points, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a une courbe qui descend et qu'il y a un lien entre la baisse de la part allouée au salaire et les inégalités dans le monde. Une autre chose, parce qu'on nous a dit, vous allez baisser les salaires, enfin, vous allez vous serrer la ceinture, et puis eh bien, les profits vont augmenter, et puis l'investissement va augmenter, puis vous aurez des emplois, et puis vous serez mieux payé. En fait, ça ne marche pas comme ça. Hein, quand on regarde, là je crois que les graphes sont depuis l'année 2000, quand on regarde la part des profits, donc c'est l'inverse de la part des salaires, okay, puisque le total des salaires et le total des profits, ça fait le PIB. Okay, donc c'est l'inverse de la part des salaires. Donc si la part des salaires diminue, la part des profits augmente. Okay, et là, c'est juste sur 10 ans. Donc le graphe, il ne remonte pas aux 30 dernières années, mais vous avez vu la baisse pour les salaires, vous auriez vu la hausse pour les profits. Là, c'est juste les 10 dernières années, donc on le voit moins bien. Enfin, je fais quand même le trend, c'est-à-dire l'orientation globale de cette courbe-là. Eh bien, la part de la richesse qui est allouée au profit est à la hausse ces 10 dernières années, ces 15 dernières années. C'est le graphe de gauche. D'accord ? Et puis après, on regarde quel est le montant de l'investissement privé dans le PIB. Donc, grosso modo, de tous ces profits, est-ce que, puisqu'il y en a de plus en plus qui reviennent, il y a de plus en plus de la richesse qui revient au profit, on pourrait imaginer qu'il y a de plus en plus d'investissements en proportion du PIB. Eh bien non. Le taux d'investissement, et là c'est le graphe du milieu, c'est-à-dire les montants d'investissement en proportion du PIB diminuent. Okay, et quand vous faites l'un moins l'autre, c'est-à-dire la totalité des profits moins ce qui a été investi, vous avez ce qui reste dans la poche des capitalistes. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça, ou pas? C'est bon? Eh bien, en économie, on appelle ça la financiarisation. OK? Qu'est-ce que c'est que la financiarisation? Eh bien, ça veut dire qu'on a de plus en plus d'argent qui est détourné de l'économie réelle vers l'économie financière. Et je vous dis, c'est à peu près normal. Je pense que, sauf si vous avez une conscience politique évoluée, ce dont je ne doute pas, mais enfin, la majeure partie des gens, parfois, ne l'ont pas, eh bien, quand on vous propose de mettre votre argent, disons qu'on vous dit que vous le mettez sans risque à 50%, ou même à 20%, ou même à 15%, comparé à essayer de mettre de l'argent dans une entreprise qui va produire dans l'économie réelle à 3%, vous ne le faites pas. D'accord ? Ces gens-là, ils ont fait pareil. Et pourquoi ils ont fait ça aussi ? Parce que, pourquoi ils ont fait ça aussi, et c'est ce qu'on va voir après, c'est parce qu'à force de tailler dans les salaires, vous n'avez plus de demande. D'accord ? Vous n'avez plus de débouchés. On va voir après, mais il y a une explication pour laquelle ils ne font pas l'investissement, pas parce qu'ils veulent s'en mettre plein les poches, parce qu'ils feraient plus d'argent à investir, même à 3%. Un capitaliste, il fait de l'argent. D'accord ? Il ne vend pas des voitures ou quoi, il fait de l'argent. OK ? Mais on va y revenir. Mais juste, j'aimerais vous montrer une petite chose. C'est sur la partie de gauche, c'est deux courbes, le taux de chômage et le taux de financiarisation. Vous voyez un peu la corrélation. C'est-à-dire, eh bien, que cet argent, il n'est pas investi, il est mis dans la finance, c'est un petit peu corrélé au taux de chômage. OK ? Alors, j'ai juste voulu voir si ça allait à peu près, si ça le faisait aussi, moi, avec mes calculs. Donc, j'ai juste mis le taux de chômage et la courbe que j'avais auparavant à droite, là, sur le taux de financiarisation. Ça colle, quoi. Ça colle. Alors, oui, juste que vous sachiez que là, les grands pics que vous voyez, c'est parce que comme c'est la part des salaires dans le PIB, c'est divisé par le PIB. D'accord ? Donc quand le PIB chute, c'est divisé par le PIB. D'accord ? Donc le graphe du milieu, le graphe de gauche par exemple, quand le PIB chute, eh bien ça vous fait que le profit divisé par PIB augmente beaucoup, quoi. OK ? Donc c'est pour ça, mais regardez surtout les trends. Ça c'est une faute de la crise, si je puis dire, quoi. Regardez surtout les trends. Mais c'est assez surprenant quand même de remarquer, et c'est assez intéressant, je crois, de remarquer que le chômage augmente
de manière assez proche de la financiarisation de l'économie. Donc combattre la financiarisation, c'est aussi combattre le chômage. D'où vient la financiarisation? Elle vient de la baisse des salaires. Donc combattre la baisse des salaires, c'est combattre la financiarisation, c'est combattre le chômage. On pourra en reparler après, mais là, on est là-dessus. Mais ça, c'est encore une autre question, pas de problème, pas de problème. Voilà, donc, est-ce que ça va nous faire des problèmes aussi, d'augmenter les salaires? Parce qu'on pourrait très bien dire, et c'est recevable, hein, de dire augmenter les salaires fait que je serai moins compétitif et que eh bien, je pourrai moins exporter, etc. Mais augmenter les salaires va aussi augmenter ma demande interne. Alors, il y a un compromis. Il y a un compromis, oui et non. Quel est le facteur dominant en Europe? Le facteur dominant en Europe, et c'est ce qu'on appelle une économie tirée par les salaires, c'est que, en fait, quand vous augmentez les salaires, eh bien, vous y gagnez plus du point de vue de votre demande interne que vous n'y perdez du point de vue de vos exports. Dans le sens inverse, vous baissez les salaires, vous gagnez moins en export que vous ne perdez en demande interne. D'accord? Donc on a tout intérêt à augmenter nos salaires, on baissera des exports peut-être, mais on augmentera notre demande interne de manière plus importante. OK? C'est important tout de même, puisque les gens vous disent ouais, « je ne veux pas être compétitif ». Ouais, non, parce que la demande, ce que vous allez faire avec vos salaires, eh bien, elle va plus que compenser vos pertes de marché sur l'international. Ayez quand même en tête qu'en Europe, on fait 70% de nos échanges entre nous, hein. 70-80%. Hein. Quand on est en train de vous dire d'être compétitif, on ferait d'abord mieux de s'occuper d'avoir une petite harmonisation ou minimale harmonisation au niveau européen si on veut d'abord éviter de perdre des parts de marché. C'est les uns contre les autres qu'on est en train de se battre. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la première truc. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Et là c'est encore l'autre phase, hein, c'est la financiarisation, c'est la baisse des salaires, etc. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que l'investissement privé, il est à peine revenu à son niveau d'avant-crise. OK? Et encore, à peine pour certains pays. Pourquoi c'est le cas? Pourquoi l'investissement privé? Eh bien, et vous voyez par ailleurs qu'ils ont beaucoup de réserves. Et les boîtes privées, elles ont un nombre, enfin, les debt securities, c'est des choses qui ressemblent à la monnaie, c'est-à-dire vous pouvez les vendre tellement rapidement que ça vous fait de l'argent. Mais en tous les cas, ils ont du cash à ne plus savoir qu'en faire, si je puis dire. OK? Effectivement, ils ont des profits qui augmentent et ils ne le réinvestissent pas. Donc il y a forcément du cash quelque part. Et vous avez tous entendu parler des réserves astronomiques qu'ont les Apple, les IBM, etc. et qui ne savent pas quoi en faire. Hein. Ben voilà, c'est ici. Hein. Alors, quand on demande aux entreprises en Europe, quel est votre problème? Est-ce que c'est l'accès au crédit? Est-ce que c'est que les banques sont trop précautionneuses parce qu'elles ont été embêtées par la crise de 2008? Non, pas du tout. Ce n'est pas le cas. Les petites et moyennes entreprises vous répondent que leurs problèmes principaux, c'est trouver des clients. Et ça nous semble normal. Parce que 30 ans d'austérité salariale, eh bien, ça a des conséquences sur la demande interne. D'accord? Donc, ils n'ont plus de clients, soyons francs. Ils n'ont plus de clients. Et jusqu'à récemment, ils n'arrêtaient pas de repousser, puisque en plus de ça, si vous avez de la déflation, vous n'avez absolument aucun intérêt à investir aujourd'hui, mais vous avez intérêt à repousser à demain vos investissements, puisqu'ils vous rapporteront toujours plus d'argent quand vous les repousserez. D'accord? Lentement? Allez, désolé, je vais un peu trop vite. Excusez-moi. Enfin, vous voyez donc qu'à gauche, et de loin, le problème principal des petites et moyennes entreprises, c'est trouver des clients. Donc, et on le voit aussi, puisque on a tout de même eu 10 ans d'austérité. Appelons ça austérité, finalement, c'est une continuation de la logique libérale. Hein. Il faut baisser les salaires pour être plus compétitif, pour augmenter le profit. Il faut ne pas intervenir dans le domaine public. C'est la faute de l'État. On nous a quand même fait beaucoup de discussions pour nous faire croire que la crise qu'on vivait aujourd'hui, c'était parce qu'il y avait trop d'État. Alors que finalement, la crise des dettes publiques, c'est juste le contre-coup de la folie, de la dérégulation des marchés financiers pour lesquels on a dû venir à la rescousse. D'accord? Bon, eh bien, on vous demande de baisser les salaires, rien de nouveau sous le soleil. On vous demande moins d'intervention de l'État, rien de nouveau sous le soleil. Et regardez l'investissement public en zone euro et en Europe depuis 2008, en continu, il baisse en continu. C'est dramatique.
Pourquoi c'est dramatique? Parce que si vous n'avez pas d'investissement privé, s'il n'y a pas comment vous dire, de stimulus déclencheur, comment l'économie elle va repartir? Le marché ne le fera pas. Il faut que l'État le fasse. Je vous dis, la collectivité le fasse, appelons ça, ou la société le fasse. Mais je ne vous dis pas qu'il faut augmenter l'investissement public jusqu'à des sommes faramineuses, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est c'est le stimulus, c'est faire repartir le truc, c'est que la machine se remette en marche, puisque là, elle cale. D'accord? Eh bien, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de discussions sur les pactes de stabilité, sur la révision du pacte de stabilité, sur la possibilité d'avoir un trésor économique européen, un trésor à l'échelle européenne, etc. On pourra en discuter après, en fonction de... Ça rejoint votre question sur le déficit. Alors, aussi, c'est un outil, vous avez bien vu maintenant que on s'oriente vers la conclusion, donc la hausse des salaires, c'est un outil parmi d'autres. Et un autre outil qui pourrait être, et c'est celui que je viens de vous mentionner, eh bien, c'est d'avoir une politique fiscale plus expansionniste. C'est d'ailleurs, puisque je vous dis, la Commission européenne est en train de se rendre compte eh bien, qu'ils sont allés un peu, voire beaucoup trop loin dans l'austérité. Bon, bah maintenant, ils nous disent il faudrait avoir une politique fiscale expansionniste et il faudrait que ça représente 0,5 points du PIB européen. C'est une chose. Mais je vous engage à regarder le graphique de droite et de la courbe, le point 2016. Donc c'était l'année dernière. Eh bien, si on avait totalement appliqué les recommandations spécifiques par pays en Europe, eh bien, on aurait eu ce qu'ils appellent un fiscal stance, donc une politique budgétaire récessionniste. D'accord? Puisqu'on aurait été le point... Pardon, on aurait été le petit point orange qui monte. D'accord? Et donc, ça voudrait dire qu'on aurait eu une politique fiscale restrictive. D'accord? Heureusement, nous n'appliquons pas, merci aux syndicats, nous n'appliquons pas toutes les recommandations spécifiques par pays. Et donc, en 2016, on a eu, à la fin, une politique budgétaire expansionniste. D'accord? Mais vous voyez qu'il y a encore un souci, c'est que pour 2017, eh bien, ils nous demandent d'atteindre 0,5, alors que ce que les États membres vont faire, étant donné les recommandations spécifiques de la Commission européenne, les oblige à s'approcher de l'austérité budgétaire, d'une politique budgétaire restrictive. Donc, il y a une espèce de schizophrénie au niveau européen. On nous dit, voilà ce qu'il faudrait faire au niveau de la zone euro, ce qui est une nouveauté pour la Commission européenne. Auparavant, elle ne faisait pas elle n'émettait pas de souhait au niveau de la zone euro. Là, elle nous dit, au niveau de la zone euro, il faudrait que j'ai une politique budgétaire expansionniste. D'accord? Et finalement, quand on applique toutes les règles du pacte de stabilité et de croissance et qu'on les traduit en recommandations spécifiques par pays, ben on voit qu'on ne peut pas l'atteindre. D'accord? Donc on demande des choses qu'on ne peut pas faire. Donc on doit avoir absolument une révision des règles fiscales qui tiennent nos politiques économiques. Maintenant, notre conclusion, et j'en arrive à la fin. Donc on veut une augmentation des salaires dans tous les États membres, mais attention, on veut une convergence vers le haut des salaires. C'est-à-dire que l'Allemagne est en haut, les pays de l'Est en bas. On ne veut pas juste que les pays de l'Est augmentent. On veut que tout le monde aille vers un point de convergence qui est au-dessus. Et on pourrait discuter aussi de quel devrait être le point de convergence. On aurait les outils qu'il nous faut avec la part des salaires qui revient au PIB. On pourrait penser, quel est le niveau soutenable et valable économiquement des salaires pour qu'ils représentent une part de X% dans la richesse produite. On pourrait y réfléchir. Parce que regardez quand même ce qui se passe en République tchèque. Le salaire, il est 33% celui de l'Allemagne, alors que la productivité, elle est de 67% celle de l'Allemagne. D'accord? Donc, grosso modo, je serais tchèque, je serais un peu embêté quand même. Je produis les Mercedes, je les vends au même prix que vous, sauf que le patron Mercedes République tchèque, il est bien, quoi. OK? En Allemagne aussi, il est bien, mais en République tchèque, il est encore mieux. OK? Pareil pour la Roumanie. C'est encore pire pour la Roumanie.
Alors, donc ça, c'est la hausse des salaires. La deuxième chose, on n'en a pas parlé, mais votre patron en a parlé juste précédemment, eh bien, c'est réfléchir un peu aux négociations collectives, parce qu'on a quand même, et ça, c'est toujours dans l'air du temps, hein, en Grèce, je n'ai pas regardé exactement, j'ai lu quelques petites choses, mais enfin, dans les derniers accords entre la Grèce et la Troïka, c'est salé pour les syndicalistes. Hein. Je vous le dis tout de suite, hein, pour les négociations collectives et les syndicalistes, il y a même des trucs où il y a marqué des choses exprès pour les représentants syndicaux dans les boîtes, quoi. Donc il y a vraiment des gros problèmes. Hein. Et donc une décentralisation au niveau de l'entreprise des négociations collectives. Alors effectivement, là je vous engage, et il faudra qu'on y réfléchisse, si je n'ai pas la solution, mais on ne peut pas demander la hausse des salaires au même niveau que la productivité dans l'entreprise. Parce que imaginez par exemple, en Allemagne par exemple, vous avez une grosse différence entre l'industrie des services et l'industrie manufacturière. Et les salaires ne sont pas du tout pareils. Et donc le fait de se référer à une moyenne des salaires permettrait aussi aux employés du secteur des services d'avoir un salaire qui augmente. Donc il faudrait trouver des moyens pour qu'aussi à l'intérieur des pays, on arrive à avoir une convergence. Les salaires minimums aussi, il faut les augmenter, puisque la hausse du salaire minimum joue dans la baisse des inégalités, et de toutes les manières, ça jouera forcément dans les pays de l'Est, etc., sur la part des salaires, sur la part de la richesse qui est allouée au salaire. Il nous faut une politique expansionniste, parce qu'il faut continuer à relancer la machine économique, parce que si on attend tout le temps que le secteur privé fasse de l'investissement, alors que le secteur privé n'a pas de débouchés, il ne les fera pas. D'accord ? Donc il nous faut une politique, il va falloir à un moment donné avoir une politique dans laquelle on va s'endetter et on va faire de l'investissement public. Parce que, ayez en tête qu'on voit l'investissement public comme un coût. Non, ce n'est pas un coût l'investissement. L'investissement, c'est une source de revenus futurs. Alors aujourd'hui, si vous comparez, bah ouais, vous avez un coût, mais dans le temps, vous avez un revenu. Il est normal qu'aujourd'hui, on s'endette pour être plus riche demain, et que les générations futures remboursent. C'est absolument normal. C'est même de l'équité générationnelle. Okay, que nous, on paye aujourd'hui et qu'en plus on rembourse, ça fait un peu fort de café. Okay, il faut augmenter l'investissement public, revoir les règles du pacte de stabilité et de croissance. Ça, c'est une première proposition. Nous, on a une seconde proposition à la CES qui est la mise en place d'un trésor pour l'investissement public en Europe. On peut en discuter si vous voulez ensuite. Et puis, soyons francs, ça fait 10 ans qu'on n'en parle plus parce qu'ils sont passés à autre chose. Alors, on a eu un petit peu la régulation des accords de Bâle, hein, mais n'oubliez pas que les accords de Bâle, c'est de l'autorégulation bancaire. C'est les banquiers entre eux qui vont se voir, qui vont dire « Oh, il faudrait que je mette un peu plus d'argent de côté ». Très peu, ou en tout cas de manière largement insuffisante, la régulation financière a été faite proprement et correctement. C'est tout à fait insuffisant. D'accord ? Et on commence à avoir maintenant des projets par la Commission européenne qui proposent de remettre en place des outils financiers qui étaient les outils financiers qui nous ont mis dedans en 2007-2008. Donc c'est pour vous dire un petit peu dans quelle extravagance nous sommes. Quand je dis financial repression, c'est que je pense qu'il y a des choses qui ne devraient pas être autorisées sur les marchés financiers. Je pense qu'il y a des biens, des produits, un certain nombre de produits financiers aussi qui ne devraient pas avoir l'autorisation. Je vous lance ça comme ça. Est-ce que c'est normal de spéculer sur les matières premières dans les pays du tiers-monde ? C'est une question qu'on peut se poser. Voilà, juste quelques petits graphes pour que vous voyez qu'il y a un lien entre, à gauche, les négociations collectives et les inégalités, que vous avez un lien aussi entre les salaires minimums et les inégalités. Donc ce que je vous ai dit, eh bien, ça a un rôle. Et puis vous avez tous les développements productivité-salaire. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.